Cet homme, c'est Sergio Pablos. Alors non, vous ne le connaissez peut-être pas, mais si je vous disais que vous connaissez forcément son travail. Il a animé par exemple Le Bossu de Notre-Dame, Hercule, il a supervisé l'animation de Tarzan, et il est littéralement à l'origine de Moi Moche et Méchant. Et après avoir travaillé avec les plus grands studios du monde, il finit par créer le sien en 2004, de SPA Studio. Et si je vous parle de lui aujourd'hui, c'est pas pour rien. C'est parce que cet homme a une histoire bien particulière, qui le mènera à réaliser le projet de sa vie. Il passera par l'impossible, par le rejet de tout le monde, pour au final arriver à ses fins de manière spectaculaire. Got to Santa Claus and I said, huh, no, and I just moved. Pour vous remettre dans le contexte, on est en 2012. La 2D est morte, Disney a fermé son département traditionnel après l'échec de La Princesse et la Grenouille en 2009. Et DreamWorks, qui était pourtant l'un des derniers grands studios à défendre la 2D, a arrêté après plusieurs flops. Pendant ce temps, la 3D écrase absolument tout, avec par exemple Shrek, Nemo ou encore L'Âge de glace. Les écoles arrêtent même d'enseigner l'animation dessinée. Faire un film en 2D, c'est un peu comme tourner un blockbuster en noir et blanc. Ça n'existe plus et ça ne se fera plus jamais. La 3D a pris la relève et c'est définitivement la fin. Et c'est pile à ce moment-là, au tout début des années 2012, en plein âge d'or de la 3D, que Sergio se met en tête de relancer la 2D avec un film de Noël. Le genre le plus lumineux, le plus féerique, donc le plus difficile à faire en 2D. Et en découvrant cette histoire, je me suis posé une question simple. Comment c'est possible que je n'ai jamais entendu parler de ce film ? Je me suis dit qu'il n'était peut-être jamais sorti, que le projet avait échoué, que c'était juste une idée trop ambitieuse. Mais non, le film est bien sorti, et ce qui est paradoxal, c'est qu'il a fait une explosion, mais dans un silence le plus total. Un succès invisible, un chef-d'œuvre encore caché pour beaucoup, et si certains d'entre vous l'ont déjà vu, je suis sûr que vous êtes passé à côté de la véritable histoire de ce film. Alors, avant même d'aller plus loin ou de le redécouvrir, je me suis dit qu'il fallait absolument vous raconter l'histoire inimaginable de Klaus. Bonjour, Jesper Johansson, votre facteur. Monsieur Klaus, vous avez un don. Alors, l'histoire de Klaus commence bien avant la magie de Noël. Le film ne commence pas sur un ciel étoilé ou un sapin lumineux, mais sur un homme. Un jeune homme qui n'a jamais rien fait de sa vie. Lui, c'est Jesper Johansson, un fils de riche envoyé dans une école de formation pour facteurs simplement pour apprendre la discipline. Oui, dans le film, les facteurs ressemblent plus à des combattants surentraînés à optimiser la livraison que de simples postiers. Mais sans surprise, Jesper n'y met aucun cœur et échoue brillamment. Alors son père lui impose un ultimatum. Il doit livrer 6000 lettres dans la ville la plus isolée du monde. S'il y arrive, il peut revenir à sa vie de luxe. S'il échoue, il y restera pour toujours. Et c'est comme ça que Jesper arrive à Smith. Dès qu'il pose un pied dans le village, quelque chose frappe. Tout est gris. Les murs, les rues, le ciel, aucune lumière. L'endroit n'est pas seulement froid, il est complètement figé. Et avec les habitants en plus, ça ressemble plus à un village horrifique qu'autre chose. Parce que oui, ce village est assez spécial. Il est divisé en deux clans, les Crum et les Elimbo, qui se détestent depuis tellement longtemps qu'ils ont transformé la haine en tradition. C'est-à-dire qu'en fait, ils savent même plus pourquoi ils se battent. Ils s'insultent, se piègent, se provoquent, et ça, complètement naturellement. C'est limite leur routine dans leur journée d'aller tendre un piège à leurs voisins ou d'insulter le passant. Mais surtout, personne, absolument personne, n'envoie la moindre lettre. Et pourtant, c'est bien ici que Jesper découvre son bureau de poste. Un bureau détruit, poussiéreux, glacé, abandonné. Et la réalité tombe d'un coup. Sa mission est littéralement impossible. Et cette chute brutale, ce sentiment d'être envoyé dans un endroit où tout le rejette, c'est exactement ce que vivait Sergio Pablos bien avant que le film n'existe. En 2012, Sergio quitte les plus grands studios du monde. Pour faire court, il part de chez Disney et Universal, des lieux où la lumière, les équipes et l'argent n'ont jamais manqué. Pour être clair, c'est un endroit où il aurait pu rester toute sa vie. Mais du jour au lendemain, il se retrouve dans un petit local à Madrid à la tête d'un studio qu'il vient de fonder. The SPA Studio, c'est quelques bureaux, quelques artistes, aucune sécurité, aucune garantie. C'est le danger pur. Mais alors, pourquoi faire ça ? Quel est son objectif ? Eh bien, l'idée lui est venue dès 2010.
Alors qu'il travaille encore chez les gros studios pour d'énormes projets, il imagine faire une origin story de Noël. Jusqu'ici, rien de transcendant, sauf que lui, il veut la faire en 2D. Et même s'il le voit bien, le fait de vouloir refaire de la 2D va lui poser beaucoup d'embûches. Il ne recule pas. Et après l'avoir proposé à plusieurs studios, ces derniers jugent immédiatement l'idée ringarde et invendable. Comme on l'a dit précédemment, Disney comme DreamWorks enchaînent les flops, donc c'était clair, plus personne n'en voulait. Mais Sergio, lui, il réfléchit encore. Il ne lâche pas l'idée, il se dit que les gens ne le comprennent pas. Il ne veut pas juste faire un film en 2D, il veut révolutionner cette 2D. Alors il se replonge dans ses notes et ses storyboards. Et il comprend, si Jasper doit faire 6000 lettres, lui doit faire renaître un art entier. 2 missions, aussi absurdes et impossibles l'une que l'autre, mais il le sait, c'est en tentant l'impossible qu'il retrouvera la lumière. De retour à Smearensburg, du côté de Jasper, il fait ce que tout personnage de conte fait au début. Il essaye, il va voir les habitants, et entre les portes claquées, les pièges et les poursuites, il finit par tomber devant une maison. En fait, on dirait plus que c'est une boutique de poissons. Et c'est là qu'il rencontre Alva. Et en discutant un peu avec elle, il observe la pièce, et il se rend compte que c'était autrefois une école. Et elle lui raconte, son rêve, c'était de devenir institutrice. Elle était arrivée ici dans le rêve d'exercer son métier. Mais alors, elle n'enseigne plus, ou plutôt, elle n'a jamais enseigné. J'ai accepté un poste d'enseignante dans une ville où les gens n'envoient pas leurs enfants à l'école. Alors, elle vend du poisson pour économiser assez, pour fuir. Elle aussi a abandonné son rêve. Mais Jasper continue. Il essaye de trouver des moyens pour obliger les habitants à écrire des lettres. Mais même le marin qui l'a emmené ici lui rit au visage. Il a vu défiler des dizaines de facteurs et ils sont tous repartis brisés. Et donc, l'histoire pourrait s'arrêter là. Jasper semble condamné, mais comme dans la vie, il suffit d'un détail pour faire tout basculer. Et en l'occurrence, c'est un dessin. Le dessin d'un enfant qui a, pour l'instant, échappé à la haine et à la colère de ce village, et qui rêve encore de pouvoir s'amuser. Il est enfermé par son père qui essaye de le rendre comme tout le monde ici, mais ce dessin, qui tombe dans les mains de Jasper, va le mener dans la forêt, devant une cabane immense, silencieuse, effrayante. La maison d'un certain Klaus. Un homme isolé, renfermé, entouré de jouets qu'il a fabriqués puis abandonnés. Et là, c'est la première accélération du film. Le premier moment où quelque chose peut tout changer. Mais dans la réalité, c'est l'inverse. Alors que Jasper rencontre Klaus, Sergio, lui, voit toutes les portes se fermer. Les studios américains lui ferment la porte au nez, les distributeurs refusent également, et tous les investisseurs refusent le projet. Le temps, en tout cas, qu'il est en 2D. Certains lui disent même que son idée est suicidaire. Ce n'est pas comme s'il pouvait jouer la carte du « ça passe ou ça casse », car pour rien arranger, un premier projet en 2D qu'il avait tenté avant Klaus, Giacomo Secret, avait déjà été refusé. Mais Sergio ne lâche pas, il commence à écrire, des carnets entiers, des planches, des idées, et à ce moment, vous allez comprendre quelque chose de très intéressant, parce que sur ces feuilles et ces planches, naît le premier personnage du film, un jeune homme à qui personne ne fait confiance. Un jeune homme envoyé loin pour prouver quelque chose, un certain Jasper. Et ça doit vous rappeler quelqu'un. Puis, le village glacé, une métaphore parfaite du parcours de Sergio. Partout où il va, refus, porte close et méfiance. Puis on découvre Alva, une jeune femme qui a rangé son rêve dans un tiroir, comme lui-même aurait pu le faire après tant d'échecs. Puis on rencontre Klaus, un géant isolé, entouré d'un travail immense que personne ne comprend encore, et que lui-même a abandonné, comme son film, que tout le monde regarde comme un monstre, étrange et risqué. Et pendant que Sergio crée tout ça, dans le film, Jasper vit exactement ces pages, le froid, les refus, les obstacles. Personne ne veut d'un facteur, et il commence à se faire à la raison, jusqu'à ce qu'il arrive enfin à convaincre Klaus de faire la première livraison pour cet enfant qui a fait ce dessin. Et là, pour la première fois, une lumière a été allumée.
Et Jasper, qui ne sait plus quoi faire ensuite, trouve alors une idée. Une idée minuscule, mais qui pourtant pourrait tout changer. Mais au même moment dans la vraie vie, Sergio cherche la même chose. Une ouverture, une idée de génie, un allié, quelqu'un qui croit encore un peu à la 2D. Parce que pour l'instant, il n'a que son histoire et ses personnages. Et dans le film comme dans la réalité, un duo est sur le point de se former. Un duo qui va vraiment faire tout basculer. La première livraison a été faite. Un enfant a souri et le début du duo entre Klaus et Jasper est né. Sans le savoir, ils viennent de déclencher quelque chose que plus personne n'avait vu à Smeerensburg depuis des décennies. Un simple geste de gentillesse. Et dès le lendemain, les enfants arrivent avec d'autres lettres. Ils veulent tous un jouet. Alors, il les récupère immédiatement et voit son rêve décoller. Mais directement, un nouveau problème survient. Certains enfants, pour ne pas dire une grande majorité, ne savent pas écrire. Et Jasper, qui veut plus que tout atteindre ses 6000 lettres pour retourner à sa vie de luxure, doit absolument trouver une solution. Et il y en a une qui s'offre à lui. Car il se souvient bien que quelqu'un a abandonné son rêve. Alors, il tente, et il envoie les enfants chez Alva. Mais elle n'est pas de cet avis. Cela fait déjà très longtemps qu'elle n'a plus d'école. Ça fait des années qu'elle a abandonné cette perspective de vie. Mais les enfants, désireux d'avoir des cadeaux, reviennent, encore et encore. Et ce n'est pas Jasper qui va la convaincre, car les enfants, en écrivant pour la première fois leur prénom au tableau, découvrent quelque chose. C'est comme si pour la première fois, leur esprit avait appris autre chose que la violence et la haine. Et c'est cette lueur d'espoir qui va faire céder Alva. Alors, avec une grande hésitation, elle prend une petite poignée de ses économies pour partir et elle va acheter quelques cahiers, quelques crayons, juste le strict minimum. Mais suffisamment pour allumer cette petite étincelle. Mais cette étincelle, qui se trouve dans le film, s'est également produite dans la vraie vie. Car après des années de refus d'Hollywood, un premier studio accepte enfin d'écouter Sergio. A3 Media Cine, en Espagne, ce n'est pas un géant, et ce n'est pas un studio capable de financer un long métrage entier. Mais c'est le tout premier, oui, le premier rayon de lumière après des années de noir complet pour Sergio. Et même si le budget qu'il propose n'est pas suffisant pour produire Klaus, c'est suffisant pour continuer à y croire, pour avancer quelques mètres de plus alors que tout semblait bloqué. Mais même avec ce premier soutien, Sergio le sait pertinemment. Son film ne peut exister sans un partenaire international, sans quelqu'un pour vraiment porter le projet entièrement. Et à cette époque, il y en a un studio qui a déjà tout révolutionné dans son milieu, et qui donc est familier avec cette idée de l'impossible. Ce studio, c'est Netflix. Et après une lourde négociation avec Sergio, Netflix dit non. Il juge le projet trop particulier. Un film de Noël en 2D venu d'un studio espagnol à contre-courant de toute l'industrie, faut avouer que ça fait pas rêver. Et puis on n'est pas en 2021 à ce moment-là, on est vraiment en 2012. Et pour la plateforme, encore en pleine expansion à ce moment-là, investir des dizaines de millions dans un film dessiné à la main semble incompréhensible. Alors, Sergio encaisse le refus. Encore un. Et il réalise que même s'il continue à écrire son histoire, rien ne garantit que ça va continuer. Alors, dans le film, Jasper ne compte pas baisser les bras. Et tout s'accélère. Les enfants apprennent à écrire, les lettres se multiplient, les jouets arrivent, les rires résonnent dans les rues, le duo entre Klaus et Jasper marche du tonnerre. Et les adultes, eux, observent sans comprendre. La haine, c'est leur tradition, leur repère. Le jeu et la joie, au contraire, c'est leur peur. Mais rien n'y fait. Un enfant heureux en entraîne un autre. Une lettre entraîne un jouet et entraîne une autre lettre. Et malgré eux, les adultes se mettent aussi à effectuer des gestes simples, mais de partage. Et au milieu de tout ça, Jasper et Klaus continuent leur livraison nocturne, jusqu'à déclencher quelque chose qui va dépasser leur intention. Car si Klaus conduit la calèche, c'est bien Jasper qui, obligé d'éviter les pièges, passe par les cheminées pour déposer les cadeaux dans les maisons. Alors, une rumeur commence à se répandre dans le village. Apparemment, Klaus aurait des pouvoirs magiques qui lui permettraient de se téléporter par la cheminée pour déposer les cadeaux dans les chaussettes accrochées aux cheminées. Et c'est là que les enfants deviennent de plus en plus fascinés par ce personnage. Il ne passe que quand on dort. Personne ne l'a jamais vu. Ah, et il aime les cookies. N'oubliez pas de lui en laisser. Et les livraisons s'enchaînent, les lettres se multiplient et très vite,
Il y a trop de jouets pour le vieux cheval qui tirait la carriole. Alors Jasper et Klaus vont chercher des rennes dans la forêt. Les mêmes rennes qu'on voit depuis le début du film, mais dont on ignorait complètement l'utilité. Et en vrai, ils ne les prennent que parce qu'ils sont plus forts que le cheval. Mais pour un enfant, voir un traîneau tiré par des rennes, c'est déjà quelque chose d'extraordinaire. Et c'est là qu'arrive l'accident fondateur. Alors que le village se transforme peu à peu et que les adultes reproduisent les gestes des enfants, la haine se dissipe et les deux chefs de clan veulent faire forcément disparaître cet espoir. Alors, ils leur tendent une embuscade pour arrêter les livraisons. Dans la panique, les roues de la carriole explosent et le véhicule devient un traîneau. Ils s'enfuient à toute vitesse, dévalent une pente et prennent une bosse de neige qui les propulse dans les airs. Juste quelques secondes où le temps s'arrête. Parce que quelques secondes ont suffi à ce qu'un enfant regarde par la fenêtre et il voit un traîneau volant tiré par un attelage de rennes magiques. Ouais. Et sans magie, sans sortilège, sans miracle, la légende prend forme. Ça alors, il sait rire. Qui l'eût cru? Attendez une seconde, vous êtes sérieux là? C'est votre vrai rire, ça? Allez, on va charger, viens. Le mythe se construit tout seul, à partir de gestes humains, de malentendus et d'accidents qui prennent un sens totalement différent dans les yeux d'un enfant. Mais vous ne trouvez pas qu'il manque quelque chose à cette fameuse légende qui est en train de naître? Parce qu'il y a un enfant, depuis le début du film, qui n'arrête pas d'harceler les autres. Alors, lors de la dernière livraison, Jasper lui a mis un charbon à la place d'un cadeau. Et ça n'a pas loupé. Le lendemain, l'enfant vient devant le bureau de poste, et avant même qu'il puisse rallumer une étincelle de haine ou de violence chez les autres enfants, Jasper lui dit que s'il a reçu un charbon, et non un cadeau, c'est parce que Klaus voit tout. Il voit les enfants qui ne sont pas sages et ne leur offrira jamais de cadeaux. Et tout naturellement, un concept vient de naître dans la tête des enfants. Tous les autres se persuadent que s'ils sont sages, ils auront obligatoirement un cadeau. Et peu à peu, les maisons se salissent moins. Les pièges se raréfient. Mais en fait, c'est pas un hasard. On remarque que si les pièges disparaissent, c'est parce que les enfants les retirent. Si cette maison n'est plus tachée, c'est parce que les enfants l'ont nettoyée. Alors ce sont bien les enfants qui transforment le village grâce à l'espoir de Klaus. Et peu à peu, comme si une couleur invisible retouchait chaque décor, les tons du film changent. Ils sont de moins en moins gris, la couleur revient peu à peu, au même rythme que la violence et la négativité disparaissent du village. Alors, on remarque le génie de l'écriture de Sergio Pablos. Ici, il n'est pas question de magie comme on a pu l'imaginer dans certains films. La magie, elle vient de nous. Et c'est parfaitement ça qu'il est en train de se passer dans la vraie vie. Car le premier financement du studio espagnol lui a permis de libérer du temps et de l'énergie pour avoir tout sur le papier. Mais il manque quelque chose à avoir sous les yeux. Même s'il a son histoire, son projet, ses idées, il manque cette fameuse petite touche de magie. Et cette pièce maîtresse, c'est le style visuel. Parce que si personne ne croit en ce projet, il en est persuadé. Ce n'est pas parce que son idée est nulle. Il est certain que son histoire est révolutionnaire. Mais il est aussi certain que si personne donc n'y croit, c'est simplement parce qu'il propose de la 2D classique. Il faut qu'il trouve la solution. Celle qui fera de Klaus un film 2D, mais avec l'ambition visuelle d'un film 3D. Une ambition qu'un gros studio financera. Et un jour, dans ses studios madrilènes, alors qu'il est en pleine discussion avec ses concept artistes, il y a un homme, Marcin Jakubowski, avec qui il discute, et il lui dit « En vrai, je sais pas comment faire. La 2D, c'est quelque chose que j'ai appris d'une seule et même manière. » Et Marcin va lui répondre une phrase qui va tout changer. « En vrai, j'y crois. Laisse-moi essayer. » Il prend une forme simple, il peint une lumière, puis une ombre, puis un visage qui tourne. Et Sergio voit quelque chose qu'il n'avait jamais vu auparavant. De la 2D, oui, mais qui respire comme de la 3D. Un volume réel, une lumière qui se déplace, une texture qui vit. Ce test est minuscule, techniquement fragile, limité, presque artisanal, mais c'est largement suffisant pour comprendre qu'ils tiennent quelque chose. Il développe un prototype dans Nuke, une pipeline bricolée, une idée qui ne tient debout que grâce à leur acharnement, et ce premier prototype, comme le premier rire des enfants dans le film, fait naître une possibilité. Pas une victoire, pas un financement, mais une ouverture qui ne peut cette fois jamais se refermer. Et c'est exactement ça qu'il fallait trouver. Et alors que dans le film, au fil des nuits, les enfants racontent ce qu'ils croient voir, le traîneau qui vole, les rennes magiques, la cheminée, la liste, le fameux « soyez sages »,
Et que Alva, de son côté, retrouve sa vocation petit à petit, dans la réalité, quelque chose d'immense est aussi sur le point d'arriver. Avec leur prototype visuel et leur premier financement, aussi petit soit-il, Sergio et son équipe décident de faire un teaser. Exactement 2 minutes 35. Et on y est, enfin. Grâce à ce premier coup de pouce et à un travail acharné de son équipe et de lui-même, Sergio voit les premières images d'un projet qu'on déchire devant ses yeux et qu'on lui répète impossible depuis plus de 5 ans. Good morning, madam. Ah, and a good morning it is indeed. For you see, today is the day when progress arrives in this charming little town of yours. Now, let me steal a few moments of your time to introduce you to the novel concept that is the Postal Service. Regardez-moi ce rendu. Si on se replonge en 2015, c'est du jamais vu. Aucun visuel n'est similaire ou se rapproche de ça, et donc là, on rentre dans une démonstration artistique. Si on veut faire le même rendu, on fait de la 3D en fait. On va pas se casser la tête à vouloir faire de la 2D stylisée. Avec ce visuel, on se retrouve dans un milieu complexe. On est complètement en train de marcher sur un fil, et ça fonctionne. Parce que si c'était juste ça, si tout ça n'était que pour une victoire personnelle, avoir un beau rendu sous les yeux, c'était pas assez fort pour Sergio. Il fallait que cette victoire soit aux yeux de tous. Et quand je dis tous, je ne parle pas du grand public. Quand le teaser sort en 2015, il fait l'effet d'une bombe dans l'animation mondiale. Des animateurs de Disney, Pixar, DreamWorks, des directeurs artistiques, des vétérans du milieu, tout le monde le partage. Personne n'avait jamais vu de la 2D comme ça. Et comme dans le film, où un simple geste déclenche un mouvement impossible à arrêter, dans la réalité, ce teaser déclenche un événement qui aurait semblé impossible quelques mois plus tôt. Et à ce moment-là, grâce à cette bombe artisanale venant d'un tout petit studio en Espagne, un géant vient leur tendre la main à nouveau. Ils avaient refusé le film une première fois. Ils ne croyaient pas au projet. Ils pensaient que la 2D était morte et trouvaient l'idée même trop dangereuse et trop spéciale. Mais après avoir vu ce teaser, ils revoient totalement leur position. Et en 2017, Netflix rachète les droits mondiaux et deviennent le principal financeur du film, Klaus. Alors, à partir de ce moment, le film n'est plus jamais une idée, il n'est plus jamais un projet impossible. À partir de ce moment-là, le film est officiellement en production. En production. Et dans le village de Smirensburg aussi, tout semble aller trop bien. Les couleurs explosent. Le gris a définitivement quitté notre écran. Et si les deux chefs de clan ont déjà essayé de faire arrêter les livraisons, ils comptent cette fois-ci passer à l'action de manière plus subtile. Ils préparent donc leur plan. Ils attendent leur moment. Car ils savent que si Jasper aujourd'hui ne voit que les changements du village et les lettres se multiplier, il en a oublié qu'arrivé aux 6000 lettres, il devra partir. Et dans la réalité aussi, nous sommes dans le calme avant la tempête. Car si Netflix dit oui, et que le rêve commence, l'enfer commence aussi. Le petit studio de Madrid passe de 40 personnes à plus de 250. L'expérimental devient de l'industriel. Les outils doivent tenir des charges d'un long métrage complet, les deadlines écrasent les équipes. Chaque plan est un défi, chaque séquence est une crise. Et Sergio lui-même parle de ce moment. En un mot, c'était le chaos. J'ai eu l'impression que jamais 2 journées ne se ressemblaient. On voulait faire tomber certaines limites techniques qui existent dans l'animation dessinée. La lumière, c'était probablement la plus grande d'entre elles. Et alors que la production atteint un point de rupture, dans le film, quelque chose aussi s'apprête à exploser. Alors que Klaus et Jasper continuent à livrer chaque nuit, en rentrant un soir, Jasper s'arrête. Son cœur se fige car il ne lui reste plus que quelques lettres avant les 6000. 6000. Le chiffre qu'il attend depuis son arrivée, le chiffre qu'il a poursuivi pendant des mois. Le chiffre qui devait le ramener à sa vie luxueuse. Et pourtant, quand il le voit, il ne sourit pas. Ce même Jasper qui en arrivant aurait sauté dans le premier bateau pour s'enfuir, reste immobile. Parce que s'il a transformé ce village, il a comme l'impression que ce village l'a lui aussi transformé en quelqu'un d'autre. Et comme tous les personnages qui doutent, il finit par chercher une réponse là où il ne pensait jamais la trouver. Chez Alva. Quand il arrive dans l'école, il découvre quelque chose qu'il n'attendait pas. Les murs propres,
Des élèves assis devant des tables neuves. Les dessins ont pris la place des poissons accrochés et les rires des enfants ont remplacé le silence lourd. Et au fond de la salle, Alva, arborant un grand sourire, en train d'apprendre une chanson aux enfants. Elle, qui ne voulait pourtant qu'un billet pour quitter ce village. Maintenant, elle démontre exactement l'inverse. Elle a cassé toute sa tirelire d'économie qu'elle avait faite pour partir afin de reconstruire l'école. Et votre projet de prendre un nouveau départ loin, très très loin d'ici? Il faudrait être vraiment stupide pour vouloir quitter cet endroit maintenant. D'accord, vous n'avez pas la moindre idée de ce que vous avez fait. Venez, je vais vous montrer. Et maintenant, ouvrez les yeux et regardez. Il voit quelque chose qu'il a enfin réussi à construire de ses mains. Mais la vérité, c'est qu'il a peur. Peur de partir, peur de rester, peur de ce qu'il est devenu. Mais il n'a pas le temps d'y réfléchir davantage, parce qu'à ce moment précis, son père arrive. Une calèche luxueuse s'arrête sur la place, le père de Jasper descend, fier, confiant, il vient chercher son fils, convaincu qu'il a enfin prouvé quelque chose. Et c'est là que les chefs de clan ont gagné. Ils ont contacté son père et ils lui ont dit la vérité. Jasper a dépassé les 6000 lettres, 14 000 pour être exact. Tout le village entend, tout le village comprend. Il découvre que Jasper ne faisait pas tout ça par bonté ou par générosité, mais seulement par intérêt. Et la trahison est totale. Les regards de joie se transforment en déception. Alva, Klaus et tout le village comprennent qu'il n'a jamais voulu faire ça. Il voulait juste retrouver sa luxure. Et pourtant, pour une fois, il le sait, ce n'est plus vrai. Mais il est trop tard pour s'expliquer. Jasper est ramené vers la calèche et les chefs de clan se félicitent. Ils ont détruit l'espoir. Mais ce n'est que le début du drame, car en apprenant que Jasper part, ils comprennent que Klaus va arrêter les livraisons. Et s'ils arrêtent les livraisons, le village redeviendra comme avant. Alors ils décident d'en finir pour de bon, s'en prendre directement aux jouets. Ces jouets fabriqués par Klaus, ces jouets qui pour lui sont aussi la mémoire de sa femme. Ces jouets qui avaient représenté un nouvel espoir et qu'il n'a confié qu'à une seule personne, Jasper. Ce même Jasper qui finalement faisait tout ça juste par intérêt. Mais de son côté, Jasper le sait. Il explique à son père qu'il veut rester, qu'il a enfin trouvé un sens à sa vie ici. Alors il ne fuit pas le village, il y retourne. Il court prévenir Klaus et pour la première fois depuis le début, il ne pense plus à lui. Et là commence la grande scène du film, la course-poursuite. Et à la fin de celle-ci, on découvre que les jouets étaient en fait des faux. Et après une nuit de folie ensemble à livrer les jouets, ils y arrivent. Alors le matin de Noël, les enfants reçoivent leurs cadeaux. Et le village renaît définitivement. Et au même moment, dans la vraie vie, Sergio traverse exactement l'inverse. Chaque fois qu'un problème est réglé, un autre apparaît. Les réunions storyboard durent des heures, les séquences sont refaites, des animateurs craquent, les chefs techniques paniquent. Mais comme dans le film, juste au moment où tout devait s'effondrer, quelque chose change. Une détermination et une sensation d'avoir enfin trouvé sa place, avoir trouvé un rôle, fait basculer toute l'histoire. Les séquences se terminent, les plans s'enchaînent, le style prend forme, le rendu final apparaît, les équipes trouvent leur rythme, le studio respire. Et après des mois de chaos pur, un calme inattendu s'installe. Et à Smearensburg aussi, un calme s'est installé, mais un calme différent. Parce que le temps passe, les années défilent, Jasper reste à Smearensburg et il construit sa vie, épouse Alva, il a même des enfants, il est devenu un homme que le village aime, un homme qui n'est plus défini par un héritage, mais par ce qu'il a fait. Et à chaque Noël, le duo de Klaus et Jasper continue à livrer des cadeaux. Les années ont passé. Une tasse de café pour votre facteur préféré. Qu'est-ce que tu as sur le visage? Pourquoi? Vous n'aimez pas? Jusqu'au jour où... Au bout de 12 ans... J'arrive, mon amour.
Il a cru en cette magie qui devait absolument guérir ce village. Il l'a enfin rejoint. Et Jesper, après l'avoir cherché, comprend finalement. C'était un homme qui avait souffert, un homme qui a trouvé la paix. Ce qui lui est arrivé après, comment, pourquoi, je ne l'ai jamais compris. Et il y a longtemps que j'ai arrêté d'essayer. Et ce que je sais, c'est qu'une fois par an, je retrouve mon ami. Et pour Sergio, c'est exactement, enfin, ce qui se produit. Klaus sort sur Netflix. Le monde le découvre. Les animateurs comprennent ce qui vient d'arriver. Il a enfin réussi. Et quelques mois plus tard, Klaus est même nommé aux Oscars. Best Animated Feature Film by the Short Films and Feature Animation Branch, as well as members of the animation community across all branches. Here are the nominees. How to Train Your Dragon, The Hidden World. I Lost My Body. Klaus. Un film en 2D, fait à Madrid, dans un studio encore inconnu face aux géants d'Hollywood. Et même s'il ne remporte pas l'Oscar, ce jour-là, une réalité s'impose. La 2D n'est pas morte. Elle ne l'a jamais été. Et Sergio l'a toujours su. Il suffisait juste, comme une certaine légende, d'y croire.